Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 100 de Star Nation News. Nous entamons l'année 2026 avec des messages d'espoir et des informations sur la Terre, le système stellaire et la galaxie. Êtes-vous prêts à entamer cette nouvelle année où nous construirons ensemble cet avenir, une fois le terrain préparé? Êtes-vous prêts? Attachez votre ceinture et c'est parti. Fédération galactique des mondes. La Terre. Les changements sur la planète Terre suivent un plan et un processus très soigneusement préparés. Comme je vous l'ai dit, il y a un an, il y a un plan à l'œuvre depuis l'élection d'une certaine personne aux États-Unis. Un plan pour changer le monde et les guerres et le trafic d'êtres humains et tout type de trafic d'armes, de drogue et d'autres. N'oubliez pas, la contrebande et le trafic ne sont pas uniquement le fait de groupes d'individus, mais le trafic concerne aussi de très grandes et importantes entreprises et des gouvernements. Les dirigeants mondiaux qui étaient liés à l'État profond le sont toujours, et leurs plans s'effondrent. Ils assistent actuellement à leur destin. Comme je vous l'ai dit il y a plus d'un an, une opération est en cours pour éliminer un à un, d'ouest en est, tous les dirigeants liés aux forces obscures. Il ne s'agit pas d'un véritable tsunami qui déferle sur la Terre, mais plutôt d'opérations localisées, menées par les chapeaux blancs. Les médias traditionnels sont toujours aux mains de puissantes sociétés occultes de l'État profond qui ont conclu des accords secrets avec les Gris-Nébou il y a bien longtemps. Les Gris-Nébou sont partis, mais les sbires demeurent sur Terre. Ces sociétés qui contrôlent les grands médias et autres entreprises tentent encore de faire passer ces opérations pour des activités néfastes, motivées par la soif de pétrole et de ressources. Ce n'est pas la question. C'est un récit scénarisé. La réalité est que les forces obscures de l'ancien monde, qui empoisonnaient, kidnappaient, trafiquaient et faisaient d'autres atrocités à vos enfants, aux jeunes, ils sont en train d'être éradiqués. Et ce plan a commencé il y a longtemps. C'est une opération de purification qui atteint aujourd'hui son apogée. Ce n'est pas fini. Si vous voulez savoir exactement ce qui se passe, n'écoutez pas les médias traditionnels. Faites vos propres études, tirez vos propres conclusions. Les réponses se trouvent dans l'histoire cachée de la Terre. Examinez l'opération Paperclip et tous les liens et les implications qui en ont découlé au fil des années jusqu'alors. Dans quelles entreprises? Qui détient qui? Qui se cache derrière qui? Et vous avez vos réponses. Et les informations provenant de ces personnes relèvent de la manipulation et de l'ingénierie sociale. Système solaire. Système Sol. Le système solaire
est en train de vivre une transformation relativement magnifique et paisible, car le hub près de Jupiter est encore en construction. Cela prend du temps, vous savez. L'Alliance terrestre s'est mise en place et nous constatons que des accords commerciaux commencent à être conclus dans ce système stellaire. Les accords de Jupiter de juillet 2021 avaient préparé ce futur, ce qui se passera après la guerre dans notre système stellaire. Il n'y a plus de draco-reptiliens sur Terre, il n'y a plus de gris sur Terre, ni dans ce système stellaire. Et nous verrons dans un instant comment cela se passera pour eux, dans le reste de la galaxie. Mais restons un instant dans le système solaire, pour voir ce qui s'y passe. Eh bien, d'après mon contact Jenan Eredion, qui est un terraformeur sur Mars, en travaillant avec la colonie des Alpha Centauriens, j'ai besoin de cette information. Les opérations de terraformation visant à restituer la planète à ses habitants légitimes, les Tiruu, se portent vraiment très bien. Les micro-organismes sont en cours de développement. Les anciens micro-organismes endémiques, fossilisés, originaux, capables de recréer un environnement naturel avec les arbres, la végétation et les ressources alimentaires dont Tyr ou Mars bénéficiaient auparavant à l'état naturel. Les Tiruu sont d'anciennes colonies provenant de différents systèmes stellaires et galaxies. Et vous avez deux groupes principaux, les reptiliens Tiruu, qui se considèrent comme un groupe à part entière, et toutes les espèces insectoïdes, dont les noms sont imprononçables. On les désigne, donc généralement, sous le nom d'insectoïdes Tiruu. Mars est en train de changer. Et bientôt, nous pourrons vivre dans des biodômes avec des terriens. Elon Musk est chargé de créer le pont entre la connaissance actuelle de l'état des choses et la réalité factuelle, qui n'est pas le futur, mais le présent. Il y a des gens sur Mars. Il y a déjà des colonies et des gens y travaillent et y vivent. Uniquement des gens bien. Aries Prime a été réhabilité et se trouve désormais entre les mains des Tiruu, travaillant en coopération avec l'Alliance terrestre, qui joue le rôle de guide. Et la construction prochaine d'une alliance martienne ou d'une alliance Tiruu, toujours en cours. Les opérations de terraformation, et notamment sur Tyr, menées par l'équipe avec laquelle travaille Jenan, ont permis une découverte majeure. On trouve sur Mars différentes ruines datant de cette époque antique. Mais voilà qu'une pyramide, la plus grande pyramide jamais découverte sur Mars, a été mise à jour par l'équipe de Jenan, qui dégageait une vallée au profond des pots de sable. La pyramide se trouvait au fond de cette vallée. Il est très courant de construire cette pyramide dans les vallées car elle servait de générateur d'énergie et pouvait alimenter des vallées entières, voire des villages entiers. Pourquoi construire dans les vallées? C'est toujours là que les agglomérations et les villes se développent en premier, car il y a une rivière, c'est abrité des vents, etc., etc. Donc, ce qui permet d'y cultiver de meilleures choses. Cette pyramide majeure est très ancienne, et les Tiruu ont dit qu'elle était si ancienne qu'ils ne pouvaient même pas vraiment dire qu'ils l'avaient construite, cette pyramide en particulier. Donc Jenan m'a demandé de solliciter une personne que nous avons l'honneur d'accueillir dans notre système stellaire, Prince Ea de l'Empire Anar. Prince Ea a dit à Jenan qu'il enverrait son propre scientifique sur place, les historiens du vaisseau Nibiru. Ils sont revenus en affirmant que cette ancienne pyramide avait effectivement été construite à l'époque où Mars connaissait un climat tropical.
Et ces gens qui ont construit les pyramides étaient les Tiru, en coordination avec d'anciennes colonies, qui étaient peut-être Anar à l'époque. L'archéologue du vaisseau Dea a vraiment reconnu la technologie Anar. Alors, je demande à Ea, parle-moi de cela. Des Anarim sur Mars? Quand? Comment? Oui. Lorsque Nibiru est arrivé dans le système stellaire, l'expédition Kashkal, il y a 320 000 ans, ils ont non seulement établi un avant-poste sur qui était l'objectif principal de l'expédition, la Terre, mais aussi différents avant-postes dans le système stellaire. Bien sûr, et Mars était l'un de ces avant-postes. Mars était déjà habité par les Tiru, qui y vivaient depuis des millions d'années. Les vrais Martiens. Les Tiru ont une histoire très particulière. Ils ne viennent pas d'ici. Les Tiru, les reptiliens, sont à l'origine ce que nous appelons sur Terre les Nagas. Ils sont arrivés il y a des centaines de millions d'années dans ce système stellaire. Ils furent les premiers à le découvrir. Il n'y avait pas beaucoup de vie évoluée sur la planète Terre à cette époque. La vie était en développement, prospérait, mais pas aussi développée que la création de cultures et de groupes intelligents. Ici installèrent, et comme nous le savons, la Confédération intergalactique les en a chassés. Ceux qui sont partis rejoignent donc alors leur avant-poste sur Mars. C'est pourquoi il y a beaucoup de reptiliens martiens là-bas. Ce sont les anciens Nagas. Il y a aussi ce que l'on appelle les Sasquatch ou Chewbacca. Les gens qui lisent le premier volume d'Encyclopédia Galactica savent d'où ils viennent. Il y avait toutes sortes de populations sur Tyr. C'était un endroit très fréquenté, de belles personnes vivant en communauté paisible. C'était un monde magnifique. Lorsque la guerre d'Orion éclata, il y a 300 000 ans, du point de vue du temps linéaire terrestre, plus ou moins. Juste après cela, Sol fut attaqué par les Nébus et leurs puissants alliés, les Maitras de la galaxie Mégopée ou Andromède. Et ils voulaient conquérir Sol. Les Nébus étaient présents avec les Maitras. Et une guerre d'envergure éclata, impliquant les Anarim, qui tentaient de sécuriser Sol. Parce que les Anarim avaient en quelque sorte planté l'étendard de l'Empire Anar dans le système Sol. Mais les Nébus voulaient s'en emparer. Cette guerre détruisit la 5e planète, Maldek, et c'est ainsi que les choses prirent une tournure étrange, car les créatures de type Sasquatch se déplacèrent de Mars vers la Terre, des exilés s'y réfugièrent, les hommes fourmis, des humanoïdes insectoïdes, qui ont encore des colonies sur Mars, ont également fui vers la Terre. Beaucoup de survivants ont fui vers la Terre après l'explosion de Maldek. Avant même qu'ils ne voient venir les conséquences de la guerre, ils ont tous déplacé les populations avec, vous savez, les enfants et tout le reste. Ils ont tous migré vers la Terre, la planète habitable la plus proche. Et ici passaient beaucoup de choses. Bref, la pyramide récemment découverte date de cette époque. Le 3 octobre 2025, date à laquelle j'ai été invitée par le prince Ea à faire un voyage sur Mars, à récupérer Jenan et Rédion et à rendre visite à Troy et Atlas, un ancien explorateur qui passait par Mars. Lorsque j'ai abordé Mars, j'ai décrit dans mes vidéos et mes articles comment Mars n'est pas la planète rouge et poussiéreuse que nous montre la NASA. Elle est en réalité parsemée de taches vertes et bleues. Les couleurs sont incroyables. Eh bien, c'était le 3 octobre. Elena montre cet article qui est visible sur elenadanan.org/article.
3i Atlas. Vous pouvez traduire en français. La semaine dernière, le 4 janvier, l'Agence spatiale européenne a publié un article révélant, pour la première fois, les véritables couleurs de Mars, avec une prédominance de bleu, de vert, etc. Il s'agit donc de ma 30e corroboration, ajoutée à la liste de celles qui est recensée. Sur le site web de Dan Willis, vous pouvez lire l'intégralité du texte en suivant le lien ci-dessous et vous trouverez un drapeau français. Et si vous allez sur mon site web, vous cliquez sur Preuves et c'est juste ici. Système Sol, système solaire. Voyons maintenant ce qui se passe dans la galaxie. À Nataru, la guerre contre les Sicars, bien qu'officiellement terminée, a pris fin. Des contingents dissidents de Sicars errent encore dans la galaxie. Très très peu. On peut dire que la masse a été éradiquée. Même s'il reste encore quelques petits problèmes par-ci par-là. Vous savez, ça va prendre du temps, mais c'est quasiment terminé. La flotte noire, dans notre secteur galactique, centré autour d'Aldébaran, a également continué d'agir seule, cherchant à déterminer à quelle allégeance elle pourrait s'allier. Poursuit son commerce d'esclaves et d'armes. Malheureusement, plus personne ne veut faire affaire avec eux. Il s'attaque donc maintenant à la Guilde galactique des marchands, qui possède, elle aussi, une éthique et des règles strictes. La situation concernant la flotte noire n'est donc pas encore apaisée ni stabilisée. Nous verrons comment les choses évoluent et je vous tiendrai au courant. Mais de toute façon, cela ne constitue plus un enjeu pour notre système stellaire. Confédération intergalactique. La Confédération intergalactique, le groupe des ensemenceurs, les 24 cultures scientifiques impliquées dans le développement génétique de la planète Terre, existe toujours dans ce système stellaire. Quelques vaisseaux sont positionnés à différents endroits du système stellaire et l'ensemble de l'armada est désormais après le bouclier de plasma situé dans la région extérieure de notre système stellaire, protégeant ainsi toute intrusion. La Confédération intergalactique m'a chargé de vous rappeler que toutes leurs graines d'étoiles et leurs envoyés sont invités à activer leur capacité psychique. Il ne s'agit pas de communiquer avec d'autres IT. Il s'agit en quelque sorte d'une invitation à communiquer avec votre véritable nature, retrouver votre fréquence, embrasser qui vous êtes, souvenez-vous d'où vous venez. Parce que lorsque la flotte, l'armada de 500 vaisseaux mers de la Confédération intergalactique entrait dans notre système stellaire en octobre 2021, la formidable fréquence qu'elle a émise a pulsé et tout activé comme une onde qui a balayé tout le système stellaire. Tous les envoyés et toutes les technologies qu'ils avaient laissées dans ce système stellaire, autrement dit, les arches spatiales. Les arches spatiales ont déjà été activées. Ce grand balayage d'ondes, ce balayage de signal, en octobre 2021. Et continue depuis à pulser, aidant l'humanité à élever les fréquences de cette planète. C'est pourquoi elle pulse pour aider la Terre à effectuer facilement ce passage à la 5e zone de densité de cette galaxie, ce qui implique un transfert de conscience vers notre vibration supérieure. En un mot, un éveil. Toutes les graines d'étoiles de la Confédération intergalactique et ailleurs dans le système stellaire ont ressenti
cette fréquence d'ondes pulsées, sifflantes, en 2021. Vous savez qui vous êtes. Vous avez déjà été activé. C'est l'occasion de vous rappeler que personne n'est censé activer une autre personne. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le processus. Quant aux arches spatiales, elles ont toutes été activées en 2021 et je tiens à préciser un point. Ce n'est pas important. Les arches spatiales n'ont pas d'importance. Il ne reste là que des technologies sensibles auxquelles l'humanité aura un jour accès. L'important n'est pas cette distraction. Le plus important, c'est vous. Comment vivez-vous cet éveil? Vous vous reconnaîtrez? Puissiez-vous appartenir à l'une des 24 cultures impliquées dans la génétique des êtres humains sur Terre. Un mot de l'émissaire. Je vous invite à venir à Pétos, en France, dans la magnifique région de Vendée, les 9 et 10 mai 2026, pour une conférence où seront présents des contacts et des scientifiques français très célèbres. Et j'aurai l'opportunité d'y donner une conférence à distance, car je serai en route pour la Suède. Je vous invite à y venir. Vous trouverez donc le lien sur ma page web en tant que conférencière internationale. Peu de temps après, je serai à Stockholm, en Suède, les 23 et 24 mai, pour une conférence extraordinaire organisée par GDX, Échanges et Découvertes Galactiques, et Alex Collier s'entretiendra également à distance avec Dan Willis, scientifique originaire d'Amérique et de Suède et d'Italie. Armando May sera présent pour parler des découvertes antiques faites sous Gizeh. Alors ne ratez pas cela. GDX. Nous sommes les architectes de demain. Rejoignez-nous. Je serai juste après au Japon, à Tokyo, le 14 juin 2026, avec un temps spécialement offert par Toran Erédion pour répondre en direct aux questions du public. Ce sera formidable et j'ai hâte de retrouver le public japonais pour partager de nouveau un moment inoubliable ensemble. Et les 16 et 17 octobre, à Nashville, dans le Tennessee. Une conférence organisée par Corinna Pataki et Karen Britt. La quête pour la vérité, sommet de divulgation 2026. Corinna Pataki, chercheuse et enseignante d'anciens textes bibliques. Elena Danaan, émissaire pour la Fédération Galactique des Mondes. Cathy O'Brien, survivante du programme MK Ultra. Jason Westerfield, éveilleur spirituel. Tony Rodrigues, remote viewer et expérienceur dans les programmes spatiaux secrets. George H. Lewis, astrologue, guérisseur et visionnaire. Marvin Atudorei, chercheur historique et géopolitique et des mystères anciens de Roumanie. Avec Cathy O'Brien, Tony Rodrigues et d'autres personnes très célèbres.
Soyez présents, cela va être incroyable. Et enfin Dubaï en novembre. Je vous invite à assister à ces conférences organisées dans différentes parties du monde et à consulter ma page Conférencière internationale où vous trouverez toutes les explications et bien plus encore. La démystification de la semaine. Démystification de la semaine. La démystification de la semaine, cette première édition 2026 concerne... On commence par la théorie de la Terre plate. La théorie de la Terre plate est une expérience psychologique élaborée par la CIA afin de distraire et d'abêtir les populations. Si la Terre était plate. Se tenir au bord serait peut-être la dernière chose que vous voudriez faire. Car la gravité est une vraie garce. La gravité pousserait tout vers le centre. N'est-ce pas? Et cela écraserait le milieu et aspirerait l'air du bord vers le milieu, vers le centre. L'idée d'une planète plate est impossible, car la gravité donne toujours une forme sphérique au corps céleste massif. Il s'agit d'une loi physique. C'est universel, elle est présente dans toutes les densités dimensionnelles des sphères de la création. Déposez une goutte d'eau dans le vide. Elle épousera la forme d'une sphère et non celle d'une feuille. Les lois de la gravité sculptent donc les corps célestes en sphères. Et nous n'habitons certainement pas sur un terrain plat. Et si on le faisait? Hormis les problèmes liés à la gravité, la pression atmosphérique serait un souci majeur. Cela signifie que les régions extérieures seraient presque dépourvues d'atmosphère, celle-ci étant toujours centrée vers le milieu. Pas d'atmosphère, pas de pression atmosphérique dans les régions extérieures. Donc si vous vivez par exemple en Australie, vous n'auriez pas assez d'oxygène pour vivre, pour respirer. Ensuite, si vous viviez plus près de l'Arctique, disons au centre, vous seriez écrasé par le poids de l'air. Et la gravité, bien sûr. Sans oublier que sans noyau en fusion, il n'y aurait pas de champ magnétique pour bloquer les rayonnements solaires. La surface de la planète cuirait lentement, retirée sous l'effet des vents solaires. Les océans s'évaporeraient et tout serait pulvérisé par les rayons cosmiques, en feu. Une Terre plate ne serait pas seulement étrange et bizarre, mais elle serait totalement inhabitable. Message d'espoir. Peuple de la Terre. Ceci est un message de la Fédération galactique des mondes dont je suis l'émissaire. Nous vous saluons en tant que voisins. Nous vous saluons comme des membres de notre famille. Nous vous saluons en tant qu'espèce à un tournant de sa propre histoire. Vous avez enduré des siècles de lutte. Et vous persistez. Vous avez été témoin de violence et vous portez encore en vous la tendresse. Vous avez été témoin de trahison et vous recherchez encore la confiance. On vous a dit que votre nature est imparfaite, que le conflit est inévitable, que la survie exige la cruauté. Nous vous avons observé, prouvant que ces croyances étaient fausses. Sans cesse, les humains de la Terre surprennent l'univers. Non pas parce que vous ne tombez jamais, mais parce que vous vous relevez. Et la force qui vous fait vous élever porte un nom,
que vous connaissez déjà. L'espoir. L'espoir n'est pas un sentiment, c'est un choix. Beaucoup d'entre vous, dans votre monde, se méprennent sur l'espoir. Ils le perçoivent comme une humeur fragile, une pensée agréable, une faible bougie, menacée par un vent violent. Ils pensent que l'espoir n'appartienne qu'aux rêveurs et que les réalistes doivent l'abandonner. Mais l'espoir n'est pas un fantasme. L'espoir est une décision de participer à l'avenir. L'espoir est le moment où une personne voit les ténèbres et refuse d'en faire partie. L'espoir est le moment où une communauté blessée choisit malgré tout de se reconstruire. L'espoir est le moment où une société se trouve au bord de la destruction et recule. L'espoir est une force qui paraît douce. L'espoir est le courage sans armure. Nous avons gardé le silence, car vous êtes destinés à continuer. Il y a eu des moments dans votre histoire récente où le monde a frôlé le désastre irréversible. Vous construisez des armes, capables d'anéantir votre civilisation à maintes reprises, et vos dirigeants détenaient ces armes en croyant que la peur pouvait engendrer la sécurité. Mais la peur ne crée pas la sécurité, la peur engendre l'escalade. Ainsi, dans de rares moments, des moments de risque extrême, notre responsabilité, en tant que protecteur, a exigé une intervention et non une domination, et non un contrôle. Simplement de la prévention. Il existe sur votre planète Terre des dispositifs conçus pour déclencher des ravages inimaginables. Nous avons à certains moments critiques désactivé certaines ogives nucléaires afin d'éviter une chaîne d'événements qui aurait mis votre monde à feu et à sang. Nous n'avons pas fait cela pour vous priver de votre souveraineté. Nous l'avons fait pour vous protéger et vous permettre de dépasser vos impulsions les plus dangereuses. Et nous insistons sur une vérité que beaucoup d'humains oublient. Vous vous êtes également sauvés vous-même. Vous avez eu des officiers qui ont refusé d'exécuter des ordres catastrophiques, des ingénieurs qui ont exigé des mesures de sécurité, des scientifiques qui ont lancé des avertissements sans relâche, des citoyens qui ont manifesté, sensibilisé, organisé et voté. Des mères et des pères qui ont enseigné à leurs enfants la compassion plutôt que la haine. L'espoir vous animait bien avant notre arrivée. Une alliance discrète existe pour l'avenir de la Terre. Certaines institutions militaires de votre monde portent un fardeau que vous ne comprenez peut-être pas pleinement. Tous ne servent pas le pouvoir, tous ne servent pas la conquête. Au sein de vos systèmes, des individus et des branches entières assument leur rôle pour prévenir la guerre, protéger les innocents et maintenir le fragile équilibre suffisamment longtemps pour que la diplomatie puisse fonctionner. Parmi ces institutions militaires positives, comme la marine américaine, nous avons soutenu, entre autres, des initiatives qui opèrent loin du spectacle et de la peur du public. On pourrait l'appeler un programme secret de collaboration en matière de défense. Bien que le secret ne soit pas toujours synonyme de tromperie, il s'agit parfois de timing, de confinement et de prévention de la panique. Cette collaboration n'est pas fondée sur l'agression. Elle s'enracine dans la défense et un effort pour protéger votre planète des forces extérieures qui exploitent la division, le conflit et le désespoir.
Les Gris d'Orion ont instauré l'économie de la peur. Certaines factions considéraient la Terre comme vulnérable et précieuse. Les Gris d'Orion comptaient parmi ceux qui ont profité des doutes de votre espèce. Ils n'avaient pas besoin de vous conquérir par des armées. Ils privilégiaient les méthodes subtiles. L'amplification de la méfiance, la manipulation, des conflits, la promotion du désespoir et l'incitation des êtres humains à se considérer comme des ennemis. Car le moyen le plus simple de contrôler une espèce est de la convaincre que l'unité est impossible. Ils murmuraient que votre monde était condamné. Ils vous encourageaient à vous moquer de ceux qui essayaient de guérir. Ils récompensaient le cynisme. Ils ont fait passer la cruauté pour de l'intelligence. Ils ont fait passer la gentillesse pour une faiblesse. Mais la vérité était simple depuis tout ce temps. L'influence s'est effondrée au moment où vous avez refusé de désespérer. Car l'espoir n'est ni un concept, ni une émotion. L'espoir est la résistance, la protection. L'espoir est stratégique. L'espoir modifie la structure même du champ morphogénétique de la réalité. L'espoir brise le sort. Lorsqu'une population est désespérée, il devient facile de la gérer et de la contrôler. Les gens se tournent les uns contre les autres. Ils se retirent et ils abandonnent leur pouvoir à toute figure, promettant la certitude, même si cette certitude est violente. Quand une population est pleine d'espoir, quelque chose change. Les gens partagent leurs ressources. Ils s'organisent, ils innovent, ils choisissent la responsabilité. Ils refusent la manipulation. Ils choisissent de protéger les enfants. Ils reconstruisent après l'effondrement. L'espoir brise le sort. L'espoir dit « Non, ce n'est pas le seul avenir possible. » Vous n'êtes pas une espèce faible, habitant de la Terre. Vous êtes une espèce jeune et forte. Et la jeunesse est souvent tumultueuse. Vous apprenez à exercer le pouvoir sans devenir des tyrans. Vous apprenez à exprimer vos désaccords sans déshumaniser. Vous apprenez à vous défendre sans empoisonner votre propre monde. Vous apprenez à vous souvenir que les différences ne sont pas des menaces. Et à chaque génération, vous êtes plus nombreux et plus rapides à apprendre. Nous le voyons dans la façon dont les gens réagissent aux catastrophes. Nous le voyons dans le courage de ceux qui disent la vérité. Inébranlable, malgré les attaques. Nous le voyons chez les millions de personnes qui refusent d'être divisées. Nous ne vous abandonnerons pas, mais nous ne pouvons pas devenir vos sauveurs. L'avenir de la Terre ne sera pas bâti par des étrangers. Il doit être bâti, reconstruit par des humains qui décident que la vie est sacrée, que la coopération est plus forte que la domination et que la haine n'est pas une identité. Notre aide peut prévenir les catastrophes, mais vous seul pouvez créer la paix. Et l'espoir est la première pierre de cet édifice. Comment cultiver l'espoir dans un monde qui cherche à l'anéantir? C'est très simple. L'espoir n'est pas passif. Ce n'est pas attendre. L'espoir, c'est agir. Si vous voulez renforcer l'espoir, n'attendez pas que de grands événements extérieurs résolvent tous les problèmes. Non. Vous devez agir vous-même. Mettez-le en pratique au quotidien. Dites la vérité
même si la peur et l'intimidation vous poussent à vous cacher. Protégez les plus vulnérables, même si cela vous coûte du confort. Refusez l'humiliation comme divertissement. Choisissez le discernement plutôt que l'obsession. Bâtissez des communautés, même si cela commence par une seule personne. Exigez des comptes des dirigeants, sans devenir cruel. Apprenez aux enfants le courage émotionnel, pas seulement des techniques de survie. L'espoir devient réel lorsqu'il devient une habitude. L'avenir vous écoute. Votre planète est à la croisée des chemins. Vous pouvez créer un avenir où votre espèce évoluera vers la responsabilité, la sagesse et la coopération. Vous pouvez briser le vieux cycle ou le répéter jusqu'à ce qu'il se brise. Mais nous vous révélerons ce que nous savons en observant votre trajectoire. Sachez-le. Ceux qui profitent de votre désespoir sont à court de temps. Car de plus en plus d'êtres humains se souviennent de qui ils sont. L'espoir est contagieux. Le courage l'est aussi. La vérité l'est également. Gardez votre espoir comme une flamme dans votre propre vie et vous éclairerez le chemin des autres, même sans le vouloir. Nous marchons à vos côtés. Mais le prochain pas vous appartient. Gardez espoir. À la rencontre des nations stellaires. Constellation Capricorne, système stellaire Meru-Litane, HD 204313, planète Sur-Char-Char, lune de la 4e planète Chou, culture Char-Char. HD 204313 est une naine orange dotée d'un système stellaire florissant. L'une des lunes du monde froid de Chou, la 4e planète du système stellaire Meru-Litane, habite les Char-Char, une espèce génétiquement intéressante. Il ressemble aux Carey de Bételgeuse, une colonie humanoïde de Man K62 qui s'est croisée avec une espèce locale pour s'adapter à un nouvel environnement. Une étude de la génétique des Char-Char montre que leurs gènes aviens sont endémiques à Sur-Char-Char et se retrouvent également sur 2 autres lunes de Chou, ainsi que sur la 2e planète du système stellaire. À un moment donné de leur évolution, les espèces d'oiseaux indigènes ont été transportées par des vaisseaux spatiaux vers d'autres lieux. Qui a fait cela? Ce sont probablement les visiteurs humanoïdes qui ont mélangé leurs espèces. Leur génétique s'est combinée. Le résultat, ces fascinantes espèces hybrides, les Char-Char. Aucune trace ne subsiste de la culture humanoïde à l'origine de cette hybridation. Ni les Goulis, ni les Ashanti, les 2 autres cultures spatiales du système stellaire Meru-Litane, n'ont été réintroduits. Bien que les Char-Char soient des mammifères, ils possèdent de nombreuses caractéristiques aviens, notamment une conscience interfacée avec les planètes. Ils n'ont pas d'ailes, mais leurs doigts et leurs orteils ressemblent à s'y méprendre à ceux des oiseaux.
Les charchars sont végétariens. Ils sont également très télépathes, leur mode de communication privilégié, et produisent des gazouillis grâce à un organe situé dans la partie supérieure de leur gorge qui génère des fréquences d'ondes porteuses. Ils possèdent une petite flotte spatiale et sont protégés par la Fédération galactique des mondes. Ils partagent les ressources minières de chou avec leurs voisins, les Ashanti, une colonie Séouzi installée sur une lune de la 4e planète. Les charchars forment une culture pacifique et paisible. Extrait d'Encyclopédia Galactica, volume 2, que vous pouvez retrouver sur le site d'ElenaDanan.org, Elena Danan, auteure, Encyclopédia Galactica, et sur Amazon. Nous sommes l'écho du vent sur la pierre, la mémoire du vol inscrite dans la chair. Écouter, c'est devenir. Devenir, c'est revenir. Toute pensée décrit des cercles autour des lunes et retrouve finalement son foyer dans le silence. Sagesse, char char.